En Guinée-Conakry, le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, accuse Alpha Condé d'attiser les divisions ethniques. En pleine campagne, le candidat a aussi mis en garde contre ce qu'il qualifie d'un hold-up électoral en cours. Et pendant ce temps, la Guinée-Bissau a célébré ce jeudi le 46e anniversaire de son indépendance. Le chef de l'État, Umaru Sissoko Embalo, a accueilli 4 de ses pairs, dont le président nigérian Muhammadu Buhari. Et puis le rachat de l'Olympique de Marseille dans le viseur de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Adjroudine. Il assure vouloir apporter quelque chose au club. Propos à suivre. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, accuse le président Alpha Condé, candidat à un 3e mandat controversé, d'instrumentaliser les divisions ethniques au risque d'attiser les violences entre communautés. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Dakar au Sénégal, tenue avec la presse étrangère. Il n'y a aucune chance qu'Alpha soit élu, en tout cas dans les urnes. Et je pense que les risques d'un coup d'État, enfin d'un hold-up électoral, comme ce fut le cas dans le passé, sont moindres aujourd'hui. Parce que les Guinéens sont déterminés. Maintenant, s'il essaie de s'imposer par la force, naturellement, il trouvera sur son chemin la force de notre peuple. Parce que le peuple de Guinée est déterminé à non seulement lui refuser le 3e mandat, mais également à le sanctionner pour le bilan catastrophique qu'il a resté pendant 10 ans de pouvoir. Je n'ai jamais voulu utiliser, instrumentaliser comme Alpha le fait, l'ethnie pour parvenir à mes objectifs. Le repli communautaire, l'ethnocentrisme continue d'être utilisé comme des moyens de propagande. La Guinée reculera et elle sera exposée à des violences qui peuvent déboucher un jour ou l'autre sur la guerre civile. Le président nommé pour la transition au Mali a fait sa première apparition publique ce jeudi. C'était à l'occasion d'une rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, une apparition qui intervient à la veille de son investiture. C'est une avant-première en attendant son investiture ce vendredi. Bandao, choisi pour diriger la transition devant aboutir à l'élection d'un nouveau président au Mali, après l'éviction d'Ibrahim Boubacar Keïta, est apparu pour la première fois en public après sa nomination. L'ancien militaire est apparu en tenue traditionnelle aux côtés de ceux qui l'ont appelé à exercer les plus hautes fonctions de l'État aujourd'hui. Ses cheveux grisonnants, qui débordent d'un couvre-chef, témoignent des 70 ans de cet ancien ministre de la Défense qui avait servi de mai 2014 à janvier 2015 dans le gouvernement de Moussa Mara sous le président déchu. Il conduira la transition avec à ses côtés le colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, qui a été contraint de céder la direction de la transition à un civil et qui est devenu vice-président. Cette apparition du président nommé pour la transition intervient à l'occasion d'une nouvelle descente de Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, désigné par la CEDEAO pour assurer la médiation avec les putschistes. La rencontre à laquelle ont pris part d'autres officiers du Conseil national pour le salut du peuple est primordiale pour la suite à donner par la CEDEAO à la demande de lever des sanctions prises contre le Mali après le coup d'État. Si la décision de la CEDEAO est attendue pour ce vendredi, certains signes, comme la présence annoncée du président en exercice de cette institution sous-régionale à l'investiture de Bandao, laissent présager qu'elle serait favorable. Les avocats du journaliste algérien emprisonné Khaled Drareni, devenu le symbole de combat pour la liberté de la presse en Algérie, ont annoncé mercredi avoir formulé un pouvoir en cassation. Ceci après sa condamnation à 2 années de prison ferme en appel. Khaled Drareni veut aller en cassation, ont annoncé ses avocats au cours d'une conférence de presse du comité de soutien de journalistes à Alger. Incarcéré depuis près de 6 mois, Drareni, 40 ans, a été condamné en appel le 15 septembre à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Khaled Drareni se pourvoit en cassation car il n'accepte pas le sens moral et l'éthique de sa condamnation. Il n'accepte pas la condamnation.
Si c'est l'accréditation qui pose problème au pouvoir, est-il rationnel qu'un journaliste soit emprisonné parce qu'il n'a pas d'accréditation du ministère de la Communication? Est-ce qu'une absence d'accréditation peut mener à une accusation d'atteinte à l'unité nationale? Le pouvoir a décidé de l'emprisonner pour son travail de journaliste qui couvrait l'Irak, le mouvement de contestation du pouvoir algérien. Entre son arrestation le 7 mars et sa présentation devant le juge d'instruction le 10 mars, son dossier ne contenait rien à part sa couverture du Irak. Khaled Drareni est le fondateur du site d'information Kasbah Tribune et le correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et pour Reporters sans frontières. Il a été arrêté après avoir couvert le 7 mars à Alger une manifestation d'étudiants dans le cadre du Irak, le mouvement de contestation pacifique né en février 2019 d'un immense ras-le-bol des Algériens qui réclament un profond changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. Il est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook la corruption et l'argent du système politique. En outre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, lui reproche d'avoir travaillé sans jamais avoir eu de carte de presse professionnelle sur fond d'allégations d'être au service d'ambassades étrangères. La tribune des Nations Unies continue d'enregistrer les déclarations des dirigeants du monde dans le cadre du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Le sujet qui a donc préoccupé le président algérien dans son intervention par visioconférence est la situation de l'État palestinien. Suivons ici un extrait de la déclaration du président Abdelmadjid Tebboune. Concernant la cause palestinienne, qui reste une cause sacrée pour l'Algérie et son peuple, c'est le sujet le plus important et nous voudrions exprimer notre soutien sans réserve au peuple palestinien et à sa juste cause ainsi qu'aux droits de son peuple qui ne doivent pas être compromis. Nous appelons à la création d'un État souverain indépendant avec Jérusalem comme capitale. Le président Bissau-Guinée Umaro Sissoko Embalo a accueilli jeudi 4 de ses pairs ouest-africains. C'est dans le cadre des cérémonies du 46e anniversaire de l'indépendance du pays, consolidant ainsi sa position après des mois de crise dans le pays. Plusieurs chefs d'État ont foulé ce jeudi le sol bissau-guinéen dans le cadre de cet anniversaire. Il s'agit des présidents nigérians Muhammadu Buhari, du Sénégal Macky Sall, du Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et du Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. C'est la première fois dans son histoire que notre pays accueille autant de hautes personnalités venues célébrer avec nous l'anniversaire de notre indépendance dans une ambiance de paix et de stabilité, a assuré Embalo dans un discours d'une dizaine de minutes. Le Togo était représenté par son premier ministre Selom Komi Klassou, le Portugal, la Gambie et le Libéria par le ministre des Affaires étrangères. La Guinée-Bissau a été perturbée ces dernières années par une crise politique. Le PAIGC, qui domine la vie politique depuis l'indépendance, refuse de reconnaître la victoire au second tour en décembre 2019 du président Embalo face à son candidat et chef du parti, Domingos Simões Pereira. Mais la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans les crises chroniques qui secouent le pays, a officiellement reconnu en avril Embalo comme chef de l'État. Cet imbroglio est le dernier épisode en date d'une histoire contemporaine chaotique, jalonnée de coups d'État ou de tentatives, le dernier putsch remontant à 2012. Depuis 2014, le pays s'est engagé vers un retour à l'ordre constitutionnel, sans pour autant échapper aux turbulences, à répétition mais sans violence entre le camp du président sortant, José Mario Vaz, et la direction du PAIGC. Je suis convaincu que je peux apporter quelque chose de plus. Si je n'étais pas convaincu, je ne l'aurais pas fait, affirme Mohamed Ayashi Adjroudi. Il est l'homme d'affaires franco-tunisien candidat déclaré au rachat du club l'Olympique de Marseille. On l'écoute. Mohamed Ayashi Ajroudi compte toujours acheter l'OM. Dans un communiqué, la banque d'affaires Wingate, mandatée par l'homme d'affaires franco-tunisien pour négocier la reprise du club phocéen, a assuré récemment que les discussions se poursuivent avec Frank McCourt. Ce dernier n'a pourtant cessé d'assurer ces dernières semaines qu'il ne souhaitait pas vendre l'OM. L'homme d'affaires franco-tunisien s'est confié sur ses ambitions.
J'ai du respect pour M. Macourte, j'ai du respect pour M. Hérault, j'ai du respect pour tous les joueurs de l'OM, pour tous les supporters de l'OM. Et je suis convaincu que je peux apporter quelque chose. Si je n'étais pas convaincu, je ne l'aurais pas fait. Ne vous inquiétez pas, si demain il y a une signature à prendre l'OM, on la prend. C'est clair, il n'y a pas... C'est tout, hein, vous savez. On n'est pas là à dire qui derrière un tel ou qui avec un tel. Je peux vous assurer, c'est que je ne suis pas le porteur des valises. Depuis la fin du mois de juin, les sorties médiatiques du clan acheteur entre Ajroudi et Mourad Boudjelal, l'ex-patron du RC Toulon, proposé pour prendre la présidence du club en cas de rachat, se sont multipliées. Ces déclarations ont débouché sur plusieurs démentis des dirigeants de l'OM. Le club a annoncé le 21 juillet avoir assigné les deux hommes en justice, dénonçant une campagne de désinformation massive. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.